qui parle de, c'est-à-dire c'est un thème qui met en exergue ce qu'on appelle le caractère bien. Par exemple, le fait d'être animé directement par le sentiment d'être beau et belle, par exemple. C'est là où naît le mot eugénisme, c'est-à-dire le désir ardent de rendre bon, parfait et beau l'être humain. C'est ça l'eugénisme. Le fait de procéder par exemple à la chirurgie esthétique, hein, le fait de se dépigmenter voilà, ainsi de suite. Tout ça, ça entre dans le cadre de l'eugénisme. En un mot, c'est artificiel, provoqué. Voilà. J'ai dit la fois passée que l'objectif de la bioscience était, par exemple, de prolonger la vie de l'être humain sur la Terre, quelles qu'en soient les méthodes. Première chose. Deuxième chose, son objectif était de perfectionner la race humaine. Troisième chose, c'était de créer même l'être humain par des moyens artificiels. Voilà les trois choses sur lesquelles la biomédecine s'était focalisée, ou s'était fixée comme objectif. Et nous avons dit tantôt que cette expérimentation a commencé sur des animaux, avant que l'expérience ne se passe sur les êtres humains. Nous avons la médecine prédictive, cancer du sein, cancer du côlon, maladie génétique, hypertension, cancer, diabète, accident, intoxication. Ça, ce sont généralement des maladies qui ont aussi poussé la biomédecine à faire des recherches. Tout le monde sait qu'un cancer en état de métastase est déclaré incurable. Alors, est-ce qu'on peut procéder par des moyens de greffage pour résoudre ces choses-là? C'était aussi des questions sur lesquelles la biomédecine s'était posée. Aujourd'hui, les maladies génétiques font beaucoup de débats. Parce que beaucoup de gens, pas question qu'ils souffrent de ça, mais les gens ont peur. Quand on dit que telle maladie est génétique, oh, ça fait peur. Donc, c'est des questions aussi qui ont beaucoup intéressé la biomédecine. Maintenant, nous avons clonage et cellules souches. J'ai dit la fois passée que le clonage, nous avons deux types de clonage. Le clonage à titre reproductif et le clonage à titre thérapeutique. Le clonage reproductif est considéré comme l'ensemble des moyens ou l'ensemble des procédés techniques, scientifiques, voire artificiels, en vue de faire la reproduction entre griffes humaines ou animales de manière artificielle. Ça, c'est le clonage
reproductif. Dans ça, nous avons beaucoup de choses que nous allons parler. Nous avons le clonage thérapeutique. Oui. Et le clonage thérapeutique. Scientifique artificiel. Qui ont pour objectif de faire de la fécondation. La fois passée, c'est ce qu'on a dit. C'est des définitions que tout le monde peut inventer. Il n'y a pas de définition standard pour ça. Voilà. Pourvu que l'idée de reproduction soit dedans. Voilà. C'est-à-dire soit pour les espèces humaines, soit pour les animaux. Dans les deux cas, c'est le clonage reproductif. Maintenant, thérapeutique, c'est lorsqu'on parle, lorsqu'on clone une partie, un organe. Nous avons dit que le clonage avait commencé avec les animaux. On a parlé de Dolly. Nous allons voir aussi, il y a tout un chapitre qui est basé sur le clonage. Donc, dans ça, il avait deux objectifs. Un, créer des espèces animales. Deux, et avoir aussi plus de rentabilité. Par exemple, dans le domaine du lait, avoir de la viande. Voilà. Tout ça aussi, c'est des clonages. Quelqu'un a parlé la fois passée du cas des OGM aussi. Je dis tout ça aussi, c'est des formes ou des types de clonage. Organismes génétiquement modifiés. Le clonage reproductif, c'est un vieux mythe. C'est un mythe. Pourquoi on dit que c'est un mythe? Parce que c'était un désir qu'on pensait irréalisable. Il y a eu des moments où on dit qu'on peut créer des êtres humains. Les gens allaient te croire, ils peuvent taxer de fou. Hein. Ah oui. Le Dolly et Polly. Ça, ce sont les premières expériences dans le domaine du clonage. Ensuite, l'homme. Dolly, ça, c'est le cas des animaux. Le mouton, le porc, le cheval. La dignité de chaque être humain est liée au fait qu'il n'est semblable à aucun autre. Cette assertion vient de la bioéthique. Parce que quand on prend l'être humain dans sa dimension globale, l'être humain est en train de partager là, d'Amélie. Voilà. C'est pour carré compagnie. Donc, maintenant, dans ça, je disais que parmi les espèces qui existent dans le monde, l'être humain ne ressemble à aucune autre espèce. C'est pourquoi son clonage a fait l'objet de débats et même de refus. Et oui, c'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez que certains types de clonage sont interdits dans beaucoup de pays, il y a aussi quelques portions de pays qui ont accepté toute forme de clonage, telle que la Hollande, par exemple. La Hollande, on clone tout. Aux États-Unis, on clone tout. C'est ce que vous voyez. Mais dans les autres pays, il y a beaucoup de restrictions. Le clonage humain contrevient à la dignité de la personne humaine. Il s'agit d'une volonté narcissique d'auto-reproduction qui correspond à un décalage temporel. Effectivement, c'est vrai. Alex Kahn est un grand bioéthicien qui a critiqué le clonage humain. Parce que quand on essaie de voir le clonage est en déphasage avec la dignité humaine. C'est l'être humain qui se substitue à la nature pour créer encore une personne semblable à une autre personne. Est-ce que vous voyez?
Donc, oui. C'est une volonté narcissique, c'est-à-dire le désir ardent de l'être humain, d'autoreproduction. C'est-à-dire, dans ça, l'être humain même peut procéder par des manières artificielles à faire des reproductions. Alors que la reproduction, en temps normal, se fait de manière naturelle et indépendante de toute activité humaine. L'homme est en quelque sorte, c'est-à-dire ce qu'on appelle un spectateur. Oui, oui. Il est spectateur, c'est-à-dire de la reproduction. Alors que ici, l'homme est acteur de la reproduction. Voilà. L'éthique passe par le respect de l'altérité d'autrui et il ne faut pas accepter l'instrumentalisation de l'homme par l'homme. On a dit que dans le clonage reproductif, quand vous prenez le clonage reproductif, sur 100 cas, vous allez trouver que peut-être 5 cas vont réussir, les autres seront voués à l'échec. Et dans ça, nous allons passer par ce qu'on appelle l'instrumentalisation de l'être humain par l'être humain pour créer un autre humain. Donc, le clonage humain est théoriquement hors jeu, mais ne risque-t-il pas de devenir inévitable? C'est ici une ouverture sous forme d'entonnoir. Si c'est théoriquement hors jeu, dans l'avenir, ça pourrait devenir inévitable. Parce qu'il faut aussi satisfaire toute une frange sociale qui court le risque entre griffes d'infécondité et qui ont besoin aussi de l'enfant. Des enfants. Alors ces gens-là, on les laisse à côté ou bien on doit satisfaire aussi à leur désir. C'est aussi une problématique qui est là. Le clonage thérapeutique. Nous avons les cellules totipotentes, toutes cellules. Ici, c'est toute forme de cellules que l'on peut utiliser dans le laboratoire qui entre dans le cadre du clonage thérapeutique. Nous avons les cellules pluripotentes, plusieurs types de cellules. Ici, c'est plusieurs types de cellules. Nous avons les cellules unipotentes, c'est-à-dire un seul type de cellule, mais qui peut donner naissance aussi à plusieurs formes, de plusieurs types de cellules. Le transfert de noyaux somatiques, transfert nucléaire somatique, ça c'est un procédé purement scientifique, mais qui se passe dans le laboratoire. Ça c'est l'image où nous voyons un noyau externe d'ovocytes, le clonage thérapeutique, l'implantation de l'ovocyte contenant le noyau d'adulte dans l'utérus d'une femme porteuse. Ça, c'est le clonage reproductif. Voilà. Nous avons les cellules souches embryonnaires sans l'action d'hormones. Et nous avons les cellules musculaires, cellules de la peau, globules du sang, les neurones. Ça, c'est l'image. Maintenant, le problème éthique. Nous avons dit que le clonage révèle beaucoup de problèmes d'ordre éthique. Le problème est triple. Ça veut dire qu'il y a 3 problèmes qui pointent leur nez directement quand on parle du clonage. Nous avons l'instrumentalisation de l'embryon. Il est considéré comme une chose et non comme un être avec sa dignité. Nous avons dit que l'embryon est considéré ici comme une chose, c'est-à-dire l'embryon est considéré comme un objet que l'on peut manipuler à sa guise. On lui donne la forme que l'on veut. Par exemple, quelqu'un qui a les moyens peut partir dans un laboratoire. Il dit le sexe, la couleur, la peau, le nez, l'œil et les cheveux qu'il veut. Et suite à ces critères, alors on peut lui offrir ce type d'enfant
mais tout en manipulant plusieurs embryons. Voilà. Donc, dans ça, technique qui rend possible le clonage reproductif, trafic d'ovocytes favorisé par une demande croissante. Dans ça, ça amène ce qu'on appelle la commercialisation de l'ovocyte. Parce que pour avoir des embryons, il faut avoir des... Voilà. Donc, dans ça, alors les femmes qui n'ont pas les moyens vont s'adonner à ces pratiques mercantiles. Voilà. Ça devient un enjeu financier, un enjeu commercial. Oui. Ici, pourquoi on n'a pas ajouté aussi le trafic du sperme? Bien sûr, on n'a pas terminé, ça vient après ces deux diapos-là. Ça viendra. Okay. Par exemple, un demandeur qui vient demander, par exemple, un enfant qui est géant, par exemple, qui est géant, qui est dynamique, qui est énergétique. Là, il va falloir que les laborantins fassent recours à un certain Usain Bolt quand même. Vrai ou faux? La connexion est partie. Voilà, donc c'est un truc de ce genre. Si, projet, je suis là. Voilà, donc ça demande. Voilà, ça demande. Ils vont sélectionner les spermatozoïdes plus vivaces. D'une personne, voilà, sportive. Oui. Voilà. Ce qui fait que ça amène la commercialisation de ces trucs. C'est pourquoi quand vous partez dans le laboratoire, les trucs les plus chers sont des hommes qui ont des caractères un peu particuliers, ont des traits un peu, voilà, un peu particuliers. Alors, les gens qui sont robustes, par exemple, mais les gens qui sont extrêmement intelligents, mais les gens qui sont sportifs, par exemple, mais les gens qui sont vraiment beaux, voilà, qui sont ce qu'on appelle, c'est-à-dire, ils sont dotés d'une beauté extraordinaire, par exemple. Donc, vous voyez, c'est des choses, c'est des trucs qui sont très recherchés. Voilà. Donc, nous avons des recherches coréennes, un professeur du nom de Wook-Suk Wang, qui est à Séoul. Donc, ses premiers résultats indiquaient la création de cellules souches embryonnaires à partir d'embryons obtenus par clonage. Ceci aurait permis l'étude de lignée de cellules contenant des gènes malades. Donc, les personnes qui ont des maladies, qui souffrent par exemple des maladies d'ordre génétique, par exemple. Donc, dans ça, il faut s'attendre à ce que quand tu prends, par exemple, la lignée de la personne, donc ça veut dire que la maladie est ici d'ordre génétique. Ces gens-là, si tu les, par hasard, tu demandes leur truc, alors ça veut dire que tu prédisposes aussi ton embryon à ces maladies héréditaires, d'ordre génétique. Voilà. Donc, en 2005, ce chercheur fut accusé d'un manquement à l'éthique, prélèvement d'ovocytes sur son personnel. Puis, il est accusé d'avoir fraudé et de ne pas avoir créé ces lignées de cellules souches. En fait, il avait bien obtenu des cellules souches, mais par parthénogenèse d'un ovocyte entier et non par clonage. Donc, j'ai dit que la fois passée ici, j'ai dit que les recherches dans tous les domaines, demandent le côté éthique. Ici, ce monsieur-là a obtempéré, il a occulté, sinon défié même les règles éthiques. Ce qui fait qu'en 2005, il a été accusé. Voilà. Les cellules souches humaines, cellules souches pluripotentes, les embryons surmummaires, définition de l'embryon, cellules souches adultes, c'est ce que nous allons voir maintenant. Maintenant, ici, recherche sur les cellules souches humaines.
Le Monde, c'est un journal français. C'est comme l'équivalent de l'Indépendant au Mali ici. Voilà. Donc, dans ça, il y a un chercheur qui a fait des interviews là-bas où il critique. Ce chercheur-là, c'est un Américain. Il s'appelle John Brunner. Il dit, je cite, je soutiens pleinement la recherche sur les cellules souches, mais je m'oppose à une recherche financée par l'argent des contribuables qui implique la destruction des vies humaines et des millions d'Américains pensent comme moi. Vous savez, aux États-Unis, la recherche est financée, mais il y a des laboratoires qui sont purement autonomes, c'est-à-dire qui s'autofinancent. Ce n'est pas comme chez nous ici où, par exemple, les gens se demandent des subventions, les gens demandent à des ONG de financer les recherches. Chez eux, il y a des laboratoires qui sont purement indépendants, purement autonomes. Ils ont des fonds nécessaires, des fonds de roulement et des fonds de recherche. Donc, il dit que ces laboratoires-là, ils ne les condamnent pas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais il est contre, par contre, à ce que l'État subventionne, l'État finance des recherches dans le domaine de clonage évolutif. Tu vois, donc c'est ce qu'il pense. Celui souche sans embryon. Il existe trois méthodes, trois modes d'obtention de cellules souches embryonnaires. À partir d'embryons surnuméraires issus de la fécondation in vitro. À partir d'embryons conçus par clonage, ce qui n'a encore jamais été réalisé sur l'homme. Cellules souches pluripotentes induites, cette dernière méthode fait appel à des rétrovirus pour injecter les gènes de reprogrammation. Injecter les gènes de reprogrammation, le cocktail le plus utilisé à ces jours consiste à 4 gènes appelés CMYC ou CT4. Donc, tout ça, c'est des méthodes de reproduction avec les cellules souches. Maintenant, le clonage thérapeutique ou médecine régénératrice. Pourquoi on dit médecine régénératrice? Pourquoi? J'ai dit ça la semaine passée. Ça régénère, c'est ça. Ça permet de rétablir l'organe. Pardon? Je dis ça permet de rétablir l'organe. Bien sûr, voilà. C'est ça. Transfert de noyau somatique d'une cellule adulte vers un ovocyte. Cellule souche embryonnaire. Après fécondation in vitro. Cellule souche adulte IPS. Cellule mise en culture. Donc, tout ça, c'est des procédés. Maintenant, les diagnostics pré-implantatoires et prénatal, DPI et DPN. Assistance médicale à la procréation, AMP. Nous avons la fécondation in vitro, la transplantation. Nous avons analyse et réimplantation, les bébés médicaments. L'avenir de la fécondation et de la gestation, l'utérus artificiel. Nous avons parlé de l'utérus artificiel. Ça nous avait posé la question, tu te rappelles? Voilà. Donc, nous avons maintenant diagnostic prénatal, consiste à rechercher durant la grossesse des anomalies embryonnaires ou fœtales. Nous avons amniosynthèse, échographie. Diagnostic pré-implantatoire consiste, après une fécondation in vitro, à sélectionner les embryons idem de l'affection génétique recherchée en vue d'une grossesse. Problématique 1, ça a des risques. On a dit que dans ça, les fausses couches sont nombreuses. Donc, c'est des risques. Pour le cas de l'eugénie, non.
pas de politique voulue, mais avec un objectif. Parce que dans le cadre de l'eugénisme, on vise un objectif. Le sujet est là, le patient est la patiente en question a un objectif. Il vient pour ça, alors c'est ce qu'il veut. Et le prestataire lui fait ça. Problématique 2. L'embryon est instrumentalisé ici, considéré comme un objet non sacré. Les gens qui manipulent l'embryon ne pensent même pas que c'est une vie humaine. Voilà. Ils manipulent comme s'ils manipulaient notre machine. À leur gré, pardon. Voilà. Ils donnent la forme, la couleur, le type qu'ils veulent. Voilà. Que deviennent les autres embryons? Les autres embryons, là, on les tue. C'est ce qu'on dit, on les tue. Quand on prend le choix que l'on veut, les autres, là, on les tue. Comme ça. Ils font le choix convenablement, mais conformément à la demande. La personne qui a demandé le type, la forme, la couleur, la taille. Si on trouve ce type d'embryon, alors les autres, là, on les élimine. Pour eux, ce n'est pas des vies même qu'on élimine, alors que c'est des vies. Deuxièmement, c'est la dérive. C'est le second problème. Pourquoi? Parce que les anomalies sont refusées. Et considère-t-on comme une anomalie. Pour eux, ceux qu'on a choisi là, c'est bon, les autres là, que c'est bon ou pas, c'est de la dérive. 3. Tentation de choisir des caractéristiques génétiques idéales. L'être humain est animé par le sentiment à avoir un être idéal, parfait, sans défaut. Oui. Alors que la reproduction naturelle, on n'a pas le choix. Tu peux avoir l'enfant qui est noir, pendant que toi, tu es clair, tu as du teint voilà, clair. L'enfant peut être noir, toi, tu es géant, l'enfant peut être court. C'est purement aléatoire. Et si on se voit. Mais alors qu'ici, on cherche l'idéal. La couleur, le cheveu, les yeux, voilà, la beauté, ainsi de suite. Troisième problème, c'est la gravité. Souvent, le coulage peut, c'est-à-dire, échouer. Et quand ça échoue, c'est à l'excès aussi. C'est à l'excès. Parce que dans le coulage, il n'y a pas ce qu'on appelle le juste milieu. Quand ça échoue à l'inférieur, c'est-à-dire a priori, ça devient un échec total et fatal. Quand ça échoue a posteriori aussi, ça devient fatal. A posteriori, ça peut donner le cas de nez, par exemple, le nanisme. Oui, ça peut donner le cas de nanisme. Et deuxièmement, le cas des provocations des maladies d'ordre génétique élevées. Ça, c'est plus tard, que toi-même, tu n'as pas du tout compris à priori, mais qui peut se développer. Nous avons les maladies avec impact psychomoteur et répercussions sociales. Trisomie 21, X fragile, hydrocéphalie. Tout ça, c'est des cas. Risque important de maladies mettant le pronostic vital en jeu sur l'enfant, l'adulte jeune. Certains cancers héréditaires. Supposons que, par exemple, que le père biologique, par exemple, de l'embryon était disposé, ou est prédisposé à des maladies d'ordre cancérigène et qu'on ne le savait pas. Ça peut aussi venir au cas où, voilà. La controverse du Téléthon. Les responsables catholiques qualifient le Téléthon de grand show médiatique, instaurant une stratégie eugéniste par le tri sélectif des embryons. Ceci remet en question le financement de la recherche. Parce que dans le cadre de la recherche en biomédecine, ils ont demandé, vous connaissez le Téléthon? Non.
Le téléthon, c'est-à-dire une activité. Même au Mali, on fait des téléthons. Voilà, c'est une activité sous forme de soirée gala, par exemple, que l'on organise, les gens viennent, voilà, on demande, on fait des quêtes, quoi. Oui, oui. Toi, tu donnes 100 000, moi, je donne 100 000. Celui-là donne 300 000, celui-là donne 100 000, ainsi de suite. Et on finance, voilà. En un mot, la biomédecine ne veut pas que l'être humain meure. Parce que pour eux, la mort constitue un échec patent de la recherche dans le domaine de la biomédecine. C'est ça. Il faut pallier à la mort. Donc, en 2006, il y a eu un mouvement qui a été piloté par l'Association française de myopathie, qui a même été accusé de lobby scientiste. Le scientisme, c'est un courant, c'est-à-dire qu'il pense que, voilà, en dehors de la science, il n'y a pas d'autre médecine, réalité. C'est ça. Là, tu es sociologue, c'est ton domaine, ça. Donc, c'est ça, ce qui fait que la recherche dans le domaine de la biomédecine a été confrontée vraiment à beaucoup de problèmes. Voilà. Faut-il remettre en question le principe du don? Le don, il s'agit du don des organes, par exemple. Vous savez, par exemple, le cas des reins. Liquider un rein, quand tu convertis le prix du rein de l'euro en francs CFA, c'est l'équivalent de 12 millions de francs CFA. Certains font, c'est-à-dire pour avoir de l'argent. D'autres font uniquement pour, c'est-à-dire sauver une vie humaine. Troisièmement, d'autres font seulement de manière volontaire. Moi, je donne pour moi, s'il y a eu un besoin où la personne est condamnée, prenez le mien et donnez-lui. Ça, on appelle ça les dons volontaires. D'autres liquident uniquement pour avoir de l'argent. Par exemple, dire, ah, nous avons telle personne qui a besoin de dons, voilà, si vous voulez, il est prêt à vous donner telle somme. C'est lui qui est pour, ah non, moi je vais prendre. Quand il donne un, là, le reste, là, l'autre l'a pu fonctionner sans problème. Il faut vendre ça à 45 millions pour aller payer un étage construit entre les gens. Ça fait quoi? Donc, tu as vu? Donc, c'est un truc de ce genre. Donc, nous avons 2% des fonds collectés sont destinés aux recherches sur les embryons. Ce n'est pas parce que c'est légal que c'est moral. Professeur. Oui, Guino. C'est pas Guino. Oui, LP. Oui. Alors, pour rebondir à votre petite phrase là, là, qu'est-ce que l'éthique a pensé du prix Nobel offert en 2012 aux deux chercheurs pour les cellules souches, la reprogrammation des cellules souches? Bon, la bioéthique ne s'est pas prononcée là-dessus pour le moment. Mais jusqu'à présent, il y a eu quand même il y a eu, c'est-à-dire comment on appelle ça là? Un séminaire sous forme de conclave, une rencontre internationale, je pense c'est en 2016. Pour se prononcer là-dessus. Et ils ne se sont pas dit, mais quand tu lis d'autres documents, on se rend compte que pour le moment, la position est ambiguë. Voilà. Ce n'est pas parce que c'est légal que c'est moral. Je dis que ce n'est pas parce que c'est légal que c'est moral. Par exemple, comme j'ai dit, aux États-Unis,
tout type de clonage sont permis par la loi. Ça veut dire que c'est légal, mais est-ce que c'est moral? Voilà. C'est ce que cette assertion veut dire. Oui. Mais je pense que leurs travaux sont un peu à visée thérapeutique. Thérapeutique, voilà. Oui. Ce n'est pas fait dans la mesure où on veut avoir un idéal, Voilà. avoir un être parfait. Celui qui a fait le clonage là a fait dans le cadre thérapeutique. Vous avez vu? Selon les chercheurs, selon Albert Einstein, il a l'énergie nucléaire. On s'est servi de ça pour créer la bombe atomique. Raison pour laquelle il dit que si le monde devait revenir à zéro, j'aimerais bien être un montant qui donne le savoir. Ah, voilà. Parce que sa découverte a été utilisée dans d'autres cadres. Merci. Et à chaque fois, il voit que c'est lui qui continue à tuer. Des millions de millions. La controverse du Téléthon. Il faut distinguer les recherches qui permettent de guérir les enfants atteints et les recherches qui permettent d'éviter que des enfants naissent atteints. Ici, il y a une nuance. Quelle est la différence? Oui, il y a une nuance. La nuance ici, professeur, oui, est que on encourage la guérison, c'est-à-dire des progrès en faveur des enfants déjà atteints, qu'on puisse pouvoir les soigner. C'est ça. Et non tripatouiller les gènes. Ah, merci. Les gens ne savent pas, voilà. C'est ça. Ça, quoi. C'est ça, c'est ça. D'où la polémique entre guérison et tri embryonnaire. Faut-il encore mieux expliquer? Grossesse pour autrui. Ça veut dire la grossesse qui ne t'appartient pas. Oui, oui. En temps normal, la grossesse, ça appartient à la personne qui porte quand même. Mais toi, tu portes une grossesse qui ne t'appartient pas. C'est ce qu'on appelle la GPA. Principe des mères porteuses. Le bébé à naître est porté par une autre femme, mère gestatrice. C'est comme on loue, par exemple, l'utérus d'une femme. C'est une femme normale, quoi. On dit, tu portes le fœtus là. Mais quand tu vas accoucher, tu vas me le donner. C'est ça la GPA. Donc, on implante le fœtus dans l'utérus d'une mère porteuse. Elle porte et elle fait les 9 mois. Et quand l'accouchement arrive, elle accouche, sa mission termine après l'accouchement. C'est un contrat. Donc, interdit en France et en Allemagne, Suisse, Italie, Espagne. Toléré ou admise dans d'autres pays, Belgique, Inde, Grèce, USA, Canada et la Hollande. Oui. Ce que ça veut dire, ça c'est des pays où c'est interdit. La France aujourd'hui est en ébullition dans le domaine de la loi biotique. Il faut suivre TV5 et France 24 chaque jour, vous allez voir. Elle est en ébullition, pardon. Chaque jour il y a des mouvements, chaque jour il y a des mouvements. Parce que les chercheurs veulent avancer. Les gens sont contre. C'est ça le problème. En France, ça crée de la polémique. Et aujourd'hui, les féministes sont en ébullition aussi en France. Les féministes qui disent qu'aujourd'hui, une femme qui fait 9 mois avec une grossesse perd son job. Et oui, c'est ce qu'elle pense. Une femme qui veut faire de la politique, là, si elle tombe enceinte, là, mais sa carrière est brisée, elle ne pourra pas faire la campagne. C'est comme ça qu'elle pense. Une femme qui a une entreprise, qui gère
des personnes. Elle a une entreprise, elle gère des personnes. Si elle fait 9 mois de grossesse, ensuite elle va faire 3 mois de grossesse, 3 mois de congé de maternité. C'est fini pour elle. Donc, ces femmes-là, aujourd'hui, sont animées par le sentiment de louer des personnes. Oui, oui. Oui. Il y a les gays et les lesbiennes aussi. Hein. J'ai pas fini. Maintenant, donc, ces femmes-là n'aiment pas du tout que les lois de la bioéthique soient en déphasage avec leur intérêt. Première chose. Deuxième chose, nous avons aujourd'hui les lesbiennes, gays et les transgenres, qu'on appelle les LGT. Oui, oui, parce que dans le cadre de la biomédecine, aujourd'hui, les lois permettent aux homosexuels à adopter les enfants. Les couples qui sont homosexuels ne peuvent pas faire de la reproduction. Ils sont obligés de passer par des procédés artificiels pour avoir des enfants. Oui, oui. Donc, ce qui fait que ça les arrange. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a une dichotomie totale en France. Chaque fois, quand vous regardez le téléphone, il y a tout le temps. La loi là a fait 3 fois à l'hémicycle. Ça vient, ça repart. Les députés d'entreprise se chamaillent. Les femmes marchent par là. Les chercheurs marchent par là. La société civile marche par là. Ça crée de la pagaille. Même présentement. Allô, professeur. Professeur, bonsoir. Oui. Oui, moi, bonsoir. Moi, je pense que, est-ce que les conséquences, je veux dire, les conséquences de tout ça, est-ce que ce n'est pas la fin de la famille qu'on est en train de signer comme ça? Mais ça va venir. C'est dans le modulo. On est là-dessus, ça va venir. D'accord. Ça va faire ce qu'on appelle l'affiliation. Tout à fait. L'affiliation. Parce oui. que... Bonsoir. Oui, pardon? Justement, j'ai une question par rapport à la bioéthique là. OK. Maintenant, quel est le point de vue de la bioéthique par rapport à l'homosexualité? Mais elle est contre, parce que c'est des pratiques de contre-nature. OK. C'est pas naturel. Non, c'est pas naturel. C'est des choses qui ont été créées par des êtres humains. Oui. Voilà. Pour satisfaire seulement leur désir, c'est-à-dire psychique, sexuellement. OK. Parce que la bioéthique a étudié les causes, par exemple, de l'homosexualité. Et elle a trouvé 3 causes. Quand tu vas trouver n'importe quelle personne qui est homosexuelle, se trouve dans ces 3 causes-là. Oui. La première chose, d'abord, ça se trouve dans l'enfance. Vraiment, un enfant qui a vécu dans un milieu voilà, où le sexe opposé n'existe pas. Mais bien sûr, mais une personne qui se trouve dans un milieu où le sexe féminin, le sexe contraire n'existe pas. Ça, c'est rare, hein? Je vais te donner un exemple, par exemple. OK. C'est pas rare. Supposons quelqu'un, par exemple, qui est né, par exemple, qui est né dans un lieu où on ne fréquente même pas les femmes. Oui. Ça veut dire ce que ça fait. Oui, oui. Je donne, par exemple, le cas par exemple, des pays à obédience purement religieuse. Par exemple, l'Arabie Saoudite, regarde. Islamique, où tu ne vois les femmes qu'en circulation. Et ça aussi, pour les voir, tu ne vois que les yeux seulement. Elles sont fermées. Et ça crée le sentiment de curiosité à la personne de voir ce qui est caché. Si tu ne trouves pas, alors que l'instinct sexuel est un instinct purement naturel, alors il essaye avec le sexe avec lequel il est familier. Oui. Est-ce qu'on se suit? On se suit. Ça, c'est la première cause. Professeur. Oui. Voilà, l'exemple type est qu'on a beaucoup découvert l'homosexualité chez certains militaires. Voilà, qui sont... voilà. Qui vont... J'ai pas fini. On en a fini, j'ai pas fini. Parce que... OK.
Tu as vu le cas des militaires, par exemple, et le cas des prisonniers. OK. Et regardez le cas des prisonniers, par exemple. C'est ça. Où tu es en prison avec des hommes, tu es interne avec des hommes, tu es militaire avec des hommes. Alors que l'instinct sexuel est naturel. Tu as vu ce que ça fait? Oui. Oui? Ah. D'un groupe. Souffrir. C'est ça. C'est ça. S'il vous plaît, on n'entend pas bien. Hein? Il dit par exemple au cas où il y a une seule femme dans un groupe et que tous les autres membres du groupe sont des hommes, par exemple. La femme là va souffrir parce que tout le monde va la voir. Oui, oui, oui. C'est logique. Et Dieu nous protège. Voilà. Donc, professeur, le contraire peut se passer aussi avec l'homosexualité. Hein? Oui, oui. Bien sûr que le contraire peut se passer, bien sûr. Voilà. Le contraire peut se passer, c'est vrai. Toutes les femmes. Éviter le tourisme procréatif. Le tourisme procréatif, il y a le tourisme sexuel aussi. Vous avez entendu parler de ça, non? Voilà. Et il y a le tourisme procréatif aussi. Professeur, procréatif, c'est-à-dire? Il y a deux questions ici. Quelqu'un pose une question. Attendez, on va venir. Procréatif là. Quoi? Vous avez dit éviter le tourisme procréatif. Je disais qu'il y avait le tourisme sexuel et le tourisme procréatif. Le tourisme procréatif, c'est-à-dire lorsque les gens font le tourisme uniquement dans le domaine de la procréation. C'est-à-dire, on se promène de pays en pays pour aller voir les modèles et les procédés de procréation. Et on veut s'en acquérir. OK. C'est aussi un lobby. Oui. Donc, les laboratoires qui ont qui œuvrent dans ces domaines-là reçoivent assez de touristes. C'est juteux, c'est mercantile, c'est commercial. Oui, oui. C'est très juteux. Donc, il y a ce cas-là. OK. Donc, le problème de droit de parenté et des relations parents-enfants, ça bloque ça. Puisque celle qui porte la grossesse, psychologiquement, a plus de liens psychologiques avec l'enfant que celle qui va l'adopter. Alors que celle qui l'a porté dans son utérus ne va pas l'adopter et ne va même pas ne va même pas voir l'enfant après. Mais professeur, le problème se pose actuellement. Hein? Mais bien sûr. Même si les portées sont payées avant l'acte en quelque sorte, donc après, il y a un regret qui est là. C'est ça? Voilà. C'est ça? Oui. C'est le cas de la star du football, Cristiano, ce que lui, il a fait. Ah, voilà. Il a dit payer cher la dame pour que jusqu'à présent, elle puisse garder quand même le secret. Voilà. Voilà. Et on part jusqu'à 20 millions. On part jusqu'à 20 millions d'euros. C'est ça, ça devient du chantage. Si l'argent t'envers ça, il va dire, attends, je faut que monsieur m'envoie, je vais dire. C'est du chantage. Ça devient du chantage. Le silence a un prix. Professeur? Oui? Voilà, vous avez ébauché un point là. J'aimerais que vous reveniez là-dessus un peu. J'étais en train de prendre note. C'est par rapport, vous avez parlé de 3 causes par rapport à l'homosexualité. La première, vous avez parlé de l'enfance. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, si on peut édifier les autres, voilà. C'est vrai. Quelqu'un m'avait posé la question, j'avais oublié. OK. La première cause, c'est l'enfance. La seconde, c'est quoi? C'est que, c'est-à-dire, on parle de l'entourage. L'entourage. Parce que c'est un truc qui s'apprend. Ça s'apprend. Quelqu'un qui fréquente, mais quelqu'un qui vit dans un milieu où ces pratiques se font, alors il s'adonne à ça.
Et troisièmement, c'est le gain. C'est le gain. Tu ne verras jamais un homosexuel pauvre. C'est un réseau, c'est un lobby mondial, financé et entretenu par des organisations très secrètes. Okay. Merci, professeur. Ce sont ces trois causes. Okay, merci. C'est pourquoi la bioéthique dit que, quels qu'en soient les trucs, l'obédience, quels qu'en soient ces trois causes, l'homosexualité ne se justifie pas. C'est une pratique de contre-nature. Prenez l'exemple des animaux. Tu ne verras jamais un chien coucher avec un chien. Il couche toujours avec une chienne. Ça passe même pas. Et quand tu vois un être humain coucher avec un autre être humain du même sexe là, depuis là-bas, il faut te poser la question. Voilà. C'est des pratiques de contre-nature. Ça ne se justifie pas. Voilà. Sous aucune manière. Voilà. Oui, oui. Même si ce n'est pas une maladie, quoi. Une maladie, ouais. Si c'est une maladie, c'est ce qu'on a dit. On dit que c'est psychologique, c'est ce qu'on a dit. Si c'est une maladie, c'est psychologique. Si c'est une maladie, c'est une maladie qui est psychologique. Okay. Mais qui ne se justifie même pas psychologiquement aussi. Voilà. Parce que ces personnes-là, ils ont ce qu'on appelle une orientation sexuelle. La personne est orientée sexuellement avec son propre sexe. Alors que dans la nature, on a à avoir un penchant sexuel contraire à son propre sexe. C'est ça la nature humaine. C'est ça la nature humaine. C'est ça. Et c'est dans ça que la reproduction se justifie scientifiquement. Alors, si chez d'autres personnes c'est le contraire, ça mérite des questions à poser. Voilà. C'est purement de la contre-nature. Oui. En tout cas, professeur, par rapport à ce que vous avez donné comme les trois causes, c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, quand on essaie de voir au Mali, on dit que la quasi-totalité des homosexuels sont bisexuels. C'est ça, bisexuels, voilà. C'est bien ça. Oui. La plupart. Pourquoi? Oui. Ils font l'homosexualité quand, ça dit, le moyen est là, quand la finance est là. Voilà. Mais en dehors de cela, ils ont leur copine avec laquelle tout passe. Oui. Il y en a même qui sont polygames. Hein. Bien sûr. Oui. D'autres sont. Quelqu'un a expliqué son cas. Il est marié, il a des enfants, mais il a un copain homosexuel. Oui. Lui-même, il joue le rôle d'une copine. Voilà. Mais lui-même, il joue le rôle d'une. Il a deux femmes, mais lui, il joue le rôle d'une copine. Tu as vu? Tu as vu? Donc, tu as vu ce qu'il s'appelle? Ah. Bon, et il y a une idée d'erreur parce qu'ils disent qu'aujourd'hui, quand tu es dans ça, donc ça donne de la gloire. C'est ça. Et puis les grandes portes fermées vont s'ouvrir à toi. C'est ça? Puis c'est un réseau. Tu as accès aux gens, aux plus grandes, c'est-à-dire aux grandes personnalités. C'est ce que ça s'explique pas. Oui. La bioéthique n'explique pas et ne justifie pas. Elle dit voilà les causes, les causes, les causes. Quand tu prends un, c'est pourquoi ça, elle va dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Trois causes-là, tous les homosexuels, ils se retrouvent dans ces trois causes-là. Donc maintenant, les problèmes éthiques pour la GPA. 1. Qui est la vraie mère? C'est un problème éthique. Qui est la vraie mère? Génétique, gestatrice et adoptive. Alors que quand tu essaies de voir, toutes ces trois-là sont des mères. Mais qui est la vraie mère? C'est un problème éthique. Voilà. Bonsoir. C'est un problème éthique. Alors que dans la plupart des cas, l'homme avec grand H a une mère biologique, puisque l'homme même est un fruit biologique. Mais bien sûr, tu as une mère, biologique. Ta maman est morte
elle vit où? Tu n'as pas été adopté par elle ou tu as une maman biologique. Mais ici, le contrat de celle qui porte finit au moment où elle accouche. Donc l'enfant part avec la mère adoptive, qui va écrire sur son acte de naissance que c'est elle la maman, alors qu'elle ne l'a pas mis au monde. Donc, ce qu'on appelle le sentiment infanto-maternel ne va pas exister entre les deux, puisque biologiquement, il y a un sentiment qui existe entre la maman biologique et l'enfant. Cela ne s'existe pas. Cela ne va pas exister. Ces enfants ne vont pas hésiter de donner un coup de gifle à la maman, à la moindre erreur. Voilà. C'est ça. Et dans la même famille, si l'enfant a une sœur, il ne va pas éviter de coucher avec la sœur, puisque ce n'est pas ça, c'est pas sa sœur biologique. Et ça va étonner beaucoup de gens. Ils vont dire, il a fait de l'inceste, ça c'est de l'inceste, alors que biologiquement, ils ne sont ni de même père ni de même mère. Mais ils sont dans la même famille. Voilà. Et tu vas voir sur les actes de naissance, on va dire qu'ils ont les mêmes pères, les mêmes mères, alors que ce n'est pas vrai. Voilà. Maintenant, quelle vie pour l'enfant? Dans la psychologie de l'enfant, l'enfant que tu as mis au monde et l'éducation que tu vas lui donner est une éducation qui est facilement acceptée par l'enfant. C'est même un fait divin. L'enfant peut changer, peut-être quand il grandit, avec les crises de l'adolescence, avec aussi la fougue de la jeunesse, l'enfant peut changer. Mais dans l'enfance, tout ce que tu dis à l'enfant de ne pas faire, il va obéir. On est d'accord? Mais quand il grandit, il peut souvent, c'est-à-dire s'opposer à tes règles. Mais dans l'enfance, tout ce que tu dis ne pas faire, il va obéir. Mais ici, là, ce n'est pas forcément que ce que tu vas dire à l'enfant qu'il va t'obéir, puisqu'il ne te connaît pas. Biologiquement, ça s'explique comme ça. Deuxième chose, il y a, c'est-à-dire, la question de justice entre GPA et PMA. Est-ce que parmi les deux, il y a une différence? Selon vous? La grossesse pour autrui. La grossesse Pour autrui. Et PMA. Procréation. Médicalement assisté. Professeur? Oui. Alors, bon, il peut avoir une nuance. Une nuance, mais est-ce qu'il y a une question de justice ici, entre les deux? Bon, il peut avoir une question de justice, mais... Comment? Oui, parce que... Non, mais moi, la PMA, je pense plus que quand même, il peut s'agir d'un couple marié. D'un couple marié. Maintenant, peut-être la question de justice qui peut arriver si les gamètes ne proviennent pas du couple. Là, il y a une confrontation avec la GPA. Avec la GPA, c'est très bien ça même. C'est ça même. Oui. Vous avez répondu, mais c'est bien ça. Maintenant, nous avons autorisé pour éviter le tourisme procréatif. Donc,
pour éviter le tourisme procréatif, parce que regardez aujourd'hui, en Gambie, la Gambie est aujourd'hui reconnue internationalement comme un pays de tourisme sexuel. Vous êtes au courant de ça? Oui, la Gambie. Vous n'avez jamais entendu ça? Professeur, il y a même eu un documentaire là-dessus. Voilà. En Gambie, les gens viennent pour aller visiter Djéné, Tombouctou au Mali, sinon. En Gambie, c'est le tourisme sexuel. Ce n'est même pas caché. Internationalement, c'est reconnu. Oui, oui, c'est pas caché. C'est comme branche labienne. Ils peuvent avoir plutôt, elles peuvent faire un mois, 2 mois. C'est ça. Elles s'accouplent avec les gardiens. Elles font le choix. Voilà. Et si tu es consentant, elles peuvent partir même avec toi là-bas. C'est ça. Elle va te cloisonner dans une maison. Toi, tu fais que de, excusez-moi, c'est ça. Tu fais que de coucher avec elle. Et elle va te payer. Elle va tout te donner. Pourquoi précisément dans la Gambie tout ça? Non, bon, peut-être que ça peut être géographique. Géographique, c'est ça. Parce que du point de vue climatique aussi. Voilà, c'est en Gambie, tu as la mer. C'est un pays anglophone. Bon, il y a la mer, c'est un petit pays. Voilà. Et en général, ce sont les. Peut-être c'est pas fini aussi là-bas. L'Angleterre aussi. L'Angleterre, voilà. Donc, voilà un truc de ce genre. Imagine, tu pars là-bas, tu fais le choix parmi les garçons, tu dis, bon, moi, je vais avoir un enfant. Tu sais que biologiquement, elle est active, par exemple. Mais elle veut avoir un enfant métissé. Donc, elle n'a pas besoin de faire de courir derrière les gens en Suède là-bas. Elle vient en Gambie, elle fait le choix. Voilà. Donc, bien sûr, fréquemment. Voilà, ils sont et dans ce pays-là, tu peux avoir un bon nombre de femmes. C'est ça. Qui sont nées en Suède, qui ont grandi, qui ont 40 ans. Si. Elles n'ont jamais dit je t'aime. C'est vrai. C'est très compliqué. Nos Africains, voilà. C'est ça. Bien, c'est ça. Elles sont un peu. C'est ça. Attention, je ne veux pas passer en Dubaï. Je ne veux pas passer en Dubaï. On reste ici. Adia, vous avez la chance ici alors. Au moins, sinon, non, on vous dit, on vous aime. C'est ça. Donc, vous avez vu, ça crée une forme de prostitution. C'est ce que ça veut dire, ça crée une forme de prostitution. C'est ça. Parce que dans ça, la femme, elle va faire tout. Voilà. Problème du don aussi. Ça peut poser un problème du don. Parce que dans ça, quand tu as un problème du don, si tu n'as pas d'argent là, quelqu'un qui a par exemple souffre d'une insuffisance rénale ou par exemple qui a besoin d'un rein par exemple, si tu n'as pas d'argent, tu vas mourir. C'est ça? C'est ça. Nous avons la rétribution ou remboursement des frais. Parce que c'est devenu un marché. Si tu n'es pas satisfait, tu demandes à ceux qui te remboursent ton argent. Mais c'est ça. Comme il a dit, quelqu'un qui loue, par exemple, un jeune garçon, une vieille quitte en Suède, vieille. Il dit, bon, moi, je suis venu pour un congé de 5 mois, de 2 mois. À mon retour, il faut que je tombe enceinte. Ah! C'est déjà, le contrat est déjà lié. Puisqu'elle sait qu'elle étant là-bas, personne ne va la dire je t'aime, à force d'avoir un enfant. Ah! C'est elle vient pour ça. Donc, c'est un problème d'ordre éthique. Voilà. Avant que vous veniez, quelqu'un a dit ça. C'est la même chose. Voilà. Ah, vous avez entendu. Voilà.
C'est ça. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, ça devient vraiment très, très, très compliqué, quoi. Très, très compliqué. Nous avons aussi le cas de l'euthanasie. Euthanasie passive et euthanasie active. L'euthanasie même, c'est quoi, par exemple? Je ne suis pas médecin, mais c'est la dernière phase de vie d'une personne. C'est ça ou pas? Non, non, non. L'euthanasie n'est pas suicide. Il y a une différence. Une grande différence. L'euthanasie, Professeur. c'est le fait de Oui. la mort. Achever le malade. C'est Hervé Wen. Oui, c'est moi. Oui. Allez-y. Voilà, je pense que l'euthanasie, c'est de mettre fin à la vie d'un individu, d'abord par lui et sa demande. C'est ça. Et sa demande, et sûrement médicalement. C'est ça. C'est ça l'euthanasie. C'est de mettre fin à la vie. À la vie. C'est-à-dire d'un patient qui souffre suite à sa demande. C'est ça l'euthanasie. Médicalement. Vous savez maintenant, c'est pas suicide. Tout le monde peut se suicider, mais tout le monde ne peut pas faire l'euthanasie. Oui. Voilà. Suicide là. Alors, tu montes sur un état de suicider. Oui. Ouais, tu vois les bébés en train de tu te couches. Tout le monde. Allô, professeur? Oui. Est-ce que les cas de condamnés à mort qu'on exécute dans les prisons américaines? Pardon? Oui, je disais, les cas de condamnés à mort sont exécutés au niveau des prisons américaines, par exemple. Donc, souvent, c'est fait sur le plan médical, parce qu'avec des produits médicaux. Oui, donc, mais ça, c'est pas l'euthanasie. C'est pas l'euthanasie. C'est pas l'euthanasie. Il y a le cas aussi des chaises électriques. Par exemple, quand on te juge, on te condamne à mort. Tu viens le matin, on te bande les yeux. On te fait asseoir sur une chaise électrique. Pouf! C'est-à-dire, moins de 0 secondes, tu meurs. Et qu'en est-il de penser de l'éthique par rapport à ces pratiques? C'est ce qu'on a dit. La vie humaine doit, c'est-à-dire, s'arrêter au moment opportun. C'est ce qu'on a dit. Oui. Les suicides, l'euthanasie, tout ça là. Voilà. Tout ça. Donc, les soins palliatifs, nous avons soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave et évolutive. Oui. Très bien. Très bonne question. Hervé. Oui. Vous connaissez la différence entre l'euthanasie passive et active? Je vais peut-être tenter de répondre. Sauf que je ne suis pas le spécialiste de l'euthanasie. Ah oui, je vais essayer de me jeter à l'eau si je parviens. Alors, l'euthanasie, là, je suis en train de comprendre un peu les termes dans ma tête là. L'euthanasie passive serait l'euthanasie à laquelle la personne n'intervient pas.
Le malade même dans la bonne eau. Et qui demande à... Vous êtes jeté dans l'eau, mais je dis dans la bonne eau. Ok. Donc, la personne ne participe pas à l'acte. C'est le médecin ou bien celui qui va peut-être injecter le produit. Et actif. Voilà, actif lui-même. Actif, c'est lorsque le patient lui-même intervient. Par exemple, le patient peut dire, je dis qu'il faut procéder à l'euthanasie parce que je ne veux pas souffrir, je ne veux plus souffrir. Trop, c'est trop. Le médecin fait le truc, il dit maintenant, le dernier truc là, de moment je vais faire. S'il s'agit par exemple d'une injection, il va dire, voici mes veines, toi mes mains. Si tu me manges, je vais appuyer sur toi. Je vais injecter le liquide. Le dernier CC. Le dernier quoi. Le dernier coup, moment je vais faire. Il y a des gens qui font. Alors le médecin veut dire, non, mon cher, moi, vraiment, je ne suis pas habitué à ça, je dois faire. Bon, si je ne vais pas faire, voici mes veines, tu peux mettre quand même l'aiguille. Oui, je peux mettre. Bon, mais seulement le reste là, moi, je vais acheter. Tu vois ce que ça fait? Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Et les malades qui peuvent faire plusieurs années dans le coma, et quand les parents demandent, par exemple, de mettre fin à ce jour, est-ce que ça, c'est l'euthanasie aussi? Très bonne question, très bonne question. Il y a un grand sportif qui a fait un accident, qui a fait 23 ans au coma. Il est décédé l'année passée. Vous vous rappelez, c'est un Français. 23 ans au coma. Chaque fois, il apparaissait sur France 24 T5. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il est décédé l'année passée. Voilà. Sa famille a tout fait qu'on fasse l'euthanasie. Sa femme s'était opposée. Sa femme a perdu son job. Elle a perdu tout. Mais elle était au chevet de son mari pendant 23 ans. Elle dit que si le monsieur là va mourir, il n'a qu'à mourir parce que son jour est arrivé. C'est vrai. Donc, dans ça là, personne ne pouvait faire l'euthanasie. Parce que si tu faisais l'euthanasie, elle pouvait te poursuivre à justice. Parce que ce n'était pas consenti. Donc, souvent, je comprends bien. Dans l'euthanasie passive, c'est-à-dire si même ça peut trouver que le malade n'est pas en position de parler. Donc, ses propres parents peuvent donner leur aval. Donc, ça, c'est l'euthanasie passive. Passive, si. Maintenant, si c'est actif, si c'est l'euthanasie est active, le patient non seulement il est consentant, mais il intervient aussi. Parce que on est souvent à une phase, le patient même n'est plus conscient de ses actes. Il ne voit pas, il ne comprend pas, à force qu'il prend une décision. Voilà. Dans ça, c'est les patients vraiment, pas les patients, c'est les parents qui peuvent vraiment intervenir pour dire, ah vraiment, comme c'est comme ça. Donc, ainsi de suite. Oui. Il y avait posé la question à une personne qui est en coma. Qui est en coma. Si les parents décident. Oui, c'est l'euthanasie. Mais c'est l'euthanasie qui est passée. Parce que le médecin intervient pour faire l'euthanasie. Lorsqu'il y a l'intervention du médecin, c'est ça. Maintenant, quelqu'un, par exemple, qui est sous respiration artificielle, qui est sous oxygène. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Quand ils regardent comme ça, ils ne voient personne, ils veulent se suicider, ils enlèvent. Ça, c'est le suicide. Ça, ce n'est pas l'euthanasie. Ça, c'est le suicide. Oui, c'est le suicide. Suicide, c'est-à-dire, ils ont interrompu de manière volontaire leur respiration. Il y a des gens qui font ça. Mais tout à quand on regarde l'objectif, ils vont dire Tchéko, ça, là, pour attendre de Geboé. Tout le temps, je vais enlever sa bague à la fin. Donc, tu as vu, ils vont regarder si le médecin est absent. Ils vont profiter de l'absence même de la personne qui s'occupe de lui avant qu'il appelle. Et puis, ils enlèvent. Oui, oui. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose que le même patient se fait injecter et que lui-même, il a pu? Non, c'est l'euthanasie ici. Pourquoi? Parce que c'est médicalement assisté. Parce que lui-même,
il ne peut pas mettre le produit et faire l'injection. Mais pourquoi c'est médical? Parce que c'est le médecin qui intervient, qui sait que quand on fait ça, le patient va mourir. Et puis, c'est sur demande. Et c'est sur demande. Le patient demande. Le médecin signe, le patient signe. Voilà. L'euthanasie. Parce que sans ça, si tu ne fais pas là, le médecin va avoir des problèmes. Quelle est la preuve? Si les parents ont dit oui, s'il meurt après, les parents ne vont pas dire ça, qu'est-ce que tu vas dire? Il n'y a pas un document, qu'est-ce que tu vas dire? Voilà, il faut avoir un document. Si les parents disent oui, il faut avoir un document signé, voilà, officiel. Parce que souvent, les gens peuvent dire, eh non, nous, on n'a pas dit ça, on t'a pas dit ça. Il peut y avoir de la trahison. Ou bien, si tu fais ça après, un des parents t'appelle pour dire au médecin, bon, il faut me donner 1 million. Sinon, je vais dire que tu as fait ça. Nous, on n'était pas au courant. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est des cas qui peuvent arriver aussi. Ah. Ou bien, supposons que vous avez fait ça. Après, quelqu'un lui dit, non, il pouvait être guéri. Il fallait faire ça, il fallait faire ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que non, nous, on ne t'a pas dit ça. C'est toi qui as fait. Maintenant, tu as vu que la responsabilité va tomber sur toi. Dans ces choses-là, il faut toujours avoir une marge. C'est pourquoi on dit, en bioéthique, l'euthanasie des requiert, c'est-à-dire une demande écrite, exprès, signée, voilà, par les deux parties consentantes. Professeur, bonsoir. Professeur, bonsoir. Voilà. Professeur, oui. Je voudrais savoir quel est votre point de vue par rapport à un médecin, par exemple, qui se trouve devant un médecin qui se trouve devant un patient, effectivement dans un état très grave, et avec la rétention thérapeutique ou bien l'abstention thérapeutique, le patient meurt. Est-ce que c'est une euthanasie passive ou bien? Non, le traitement ne doit en aucun cas être arrêté sous quels que soient les arguments, quelles que soient les conditions. Le traitement doit continuer jusqu'au dernier souffle. Est-ce qu'on se suit? Oui, mais le fait, par exemple, d'arrêter le traitement ou bien de réduire les doses. Non, on ne doit pas arrêter le traitement. Quel que soit. Un patient qui se trouve sous, n'est-ce pas? Oui. Un patient qui est dans un état critique a besoin de soins jusqu'à son dernier souffle. Même si vous voyez qu'il n'y a pas d'espoir, vous devez continuer le traitement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si par exemple il y a la demande du patient ou bien les accompagnants pour écourter sa vie, en voulant faire ça, on retient la dose si les parents du patient demandent quoi? Thérapeutique, ou bien on fait une abstention thérapeutique. C'est une sorte d'euthanasie? Non, ça c'est pas une, c'est pas une forme d'euthanasie. Non, c'est pas une forme d'euthanasie. Ok. Non. Ça c'est. Non, c'est pas une forme d'euthanasie. Professeur, c'est ça d'ailleurs la définition de l'euthanasie passive. Je n'ai pas compris. Il dit que c'est ça la définition de l'euthanasie passive. Non. Non. C'est médico-légal. C'est ce qu'il y a dans les textes. Justement, par exemple. Quelle était ta question? Je disais par exemple, on est devant un malade. Je dis que le traitement doit continuer jusqu'au dernier souffle. C'est ce que j'ai dit, non? Oui, ce n'est pas le traitement. Il y a des traitements qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire que des traitements juste pour maintenir en vie. Le traitement juste pour maintenir en vie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on arrête ça et que la personne décède par la suite, ça on appelle l'euthanasie passive. Non. Ah là, vous partez dans ce cas dans l'euthanasie. Oui, parce que. Oui, parce que l'interruption du traitement entraîne directement la mort du patient. Mais c'est ça l'euthanasie, c'est la mort du patient qu'on veut. C'est ça. Si c'est true que le patient a demandé à ce qu'on écoute, c'est ça. Et maintenant, lorsqu'on utilise un produit létal pour mettre fin à la vie du patient, on appelle ça l'euthanasie active. Et c'est ça qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Voilà. C'est ce qu'on a dit. C'est ça.
C'est-à-dire, c'est la question qui n'était pas bien reformulée. Okay. C'est pourquoi je disais à ceux que vous continuez au traitement jusqu'au dernier souffle du patient. Parce qu'il n'y a pas d'argument, c'est-à-dire qui met en exergue d'interrompre, c'est-à-dire le traitement en mi-chemin. Donc, professeur, comme il y a plusieurs types de traitements, il y a les traitements, les traitements d'une maladie, les traitements palliatifs qui s'appellent, en fait, qui peut demander beaucoup de médicaments pour juste maintenir la personne en vie, qui n'a rien à voir avec soigner la maladie. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Et c'est maintenant, on a les soins palliatifs, non, soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. C'est bon? Oui, c'est bon, professeur. Voilà. Légalisé aux Pays-Bas, Belgique, aux régions, viol de la dignité humaine. Parce que l'euthanasie en tant que telle, comme j'ai dit, ce n'est pas légalisé dans tous les pays. Voilà. Ça, c'est les pays dans lesquels l'euthanasie est, voilà, est légalisée. Aux Pays-Bas, là, tout est permis d'abord. C'est pourquoi le Pays-Bas aujourd'hui, c'est un pays vraiment... Non, c'est un pays où on se demande même s'il y a ça le minimum d'éthique là-bas. Oui, oui. Le Pays-Bas, c'est la Hollande, quoi. Oui, mais professeur, peut-être parce que la population a beaucoup évolué dans le temps. C'est un peu ça. Non, mais c'est pas ça, parce que le Pays-Bas se croit aujourd'hui le pays le plus élevé de l'Europe. Oui, oui, parce qu'ils sont libéraux. Ils sont libéraux. Tout le monde est libre de vivre, on est libre de mourir quand on veut. Leur Premier ministre, il est gay. Il ne le cache pas. Oui, oui. Le Premier ministre, il est gay. Il ne le cache pas. Et c'est-à-dire, politiquement, il se croit le pays le plus démocrate de l'Europe. Troisièmement, leur histoire dit qu'ils ont une histoire glorieuse. Et quatrièmement, c'est un pays où, c'est-à-dire, le taux de pauvreté est encore minime par rapport aux autres pays de l'Europe. Donc, ce qui fait qu'ils se croient un peu comme les héros de l'Europe. Tout est permis là-bas. Même les paiements par le sexe, c'est permis aussi, professeur. C'est ce qu'on dit. Le paiement par le sexe est permis. Et ce qui est le plus grave, c'est que là-bas, il n'y a pas un endroit. Par exemple, chez nous, il y a des maisons closes. Par exemple, en France, il y a des maisons closes. Aux Pays-Bas, là, pourvu que la personne soit consciente, vous pouvez faire ça même au marché. Faites des recherches seulement, vous allez voir. Mais professeur, ça devient de l'animosité en ce moment. Mais bien sûr, c'est ça. Moi, ça devient de l'animosité, quoi. Ah oui, bien sûr. Il y a, j'ai oublié un terme là, il y a, c'est-à-dire des bébés, comment on appelle ça? Des bébés, des poupées bébés, poupées sexuelles, voilà. Il y a des poupées sexuelles qui sont en vente au marché. Effectivement, c'est vrai. Mais professeur, là, c'est tapez seulement, c'est-à-dire ça sur Google, vous allez voir beaucoup de choses. Là. Alors qu'en Allemagne, c'est interdit, la vente est interdite, ça c'est des marchés noirs. Voilà. Bien sûr. Et on a tendance à penser que quand on parle de constitution, on parle seulement aux femmes. Même des hommes aussi sont aussi exhibés. Exhibés. Et les femmes viennent. Bien sûr. Un choix. Un choix. Si. Un pays où le sexe se vend au marché. Donc, pourquoi c'est compliqué maintenant? Donc, la loi du 13 avril 2005, droit à laisser mourir. C'est-à-dire que le patient dit qu'il a droit de mourir. Il a droit à la mort. Quand un patient dit qu'il veut mourir, là, ça, tu n'as pas de solution. Voilà. Tribune de Genève, Suisse.
La seule chose que je suis autorisé à faire, c'est débrancher la clim. Ça, c'est le médecin qui parle. Tu as vu, le patient est ici sous respiration. Il est sous oxygène. Donc, c'est comme si le patient demande au médecin d'enlever quoi. Le médecin dit non, que la seule chose que je suis autorisé à faire, c'est débrancher la clim. Débrancher les autres là, ce n'est pas son affaire. Ça. La mort du jeune Vincent Humbert, tétraplégique, relance le débat sur l'euthanasie. Par ailleurs, selon un récent rapport de l'Islam, la canicule a fait 14 802 morts en août dernier dans l'Hexagone. Les dons d'organes. Débuté il y a une quarantaine d'années. Ça veut dire que le don d'organes est un peu récent. Voilà, c'est un peu récent. Quarantaine d'années, bon, on peut dire que comme le module là, c'est un module de 2010, donc on peut dire que 1900, voilà, dans les années 70, quoi. Voilà, 70. Progrès réalisé avec les médicaments immunosuppresseurs. Augmentation du nombre de candidats. Le don d'organes là, augmentation du nombre de candidats. Ceux qui sont candidats à donner leur organe. Sur ces 115 000 candidats là, même les 1000 là, c'est-à-dire sur les 11 500 là, même 1000 candidats ne donnent pas volontairement. La plupart, c'est pour des fins financières, c'est pour des fins économiques. La plupart veulent donner uniquement en contrepartie de l'argent, d'une somme. Uniquement. Tu as vu? Oui. Avant d'aller à la seconde, c'est bien politique, j'ai bien posé la question. Comment la politique pense dans notre cas? Surtout ceux qui ont des... Très bonne question. C'est dans un autre module. Maintenant, le don d'organes est vraiment permis. Mais ce qui est mauvais, c'est surtout utiliser l'organe humain pour des fins économiques. Dire que, ah bon, moi j'ai mon rein, si quelqu'un a besoin d'un rein, il faut dire que moi je vais vendre le mien, mais ça a un prix. Mais tu as entendu que quelqu'un a besoin d'un rein, dans les 15 jours qui viennent, si la personne ne trouve pas, elle va mourir. Tu dis, ah bon, pour sauver sa vie, je donne un. Mais, professeur. Oui. Professeur. Là, c'est bon. Oui. Oui, par rapport aux candidats des dons d'organes là, moi je pense que c'est des dons d'organes post-mortem ou non? Ah, très bonne question. C'est ça. Ça, c'est un facteur. Mais l'autre facteur, c'est surtout le côté financier. Oui. Ça doit être sûrement dans le marché noir. Sinon, en médecine, normalement, les dons d'organes, ce n'est pas payant, en vrai dire. Oui, mais ça se vend. Et regardez le cas du sang. Le sang ne se paye pas. Oui. Est-ce que ça se vend? Voilà, mais d'une autre manière, tu payes. C'est ça le problème. Tu amènes quelqu'un. Voilà. Tu amènes un sang pour pouvoir en avoir. Si toi, tu n'amènes pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir de sang. Le truc, le commerce, ce n'est pas seulement l'argent. Hein. Le troc aussi fait partie du commerce. D'ailleurs, le commerce a commencé par le troc. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est bon? C'est bon. Quoi, bon, je pense que ça, c'est, par exemple, ça, c'est dans notre contexte, parce que nous, on a une banque de sang qui n'est pas aussi équipée que ça. Sinon, dans les autres pays, à vrai dire, on ne sans te demander quoi que ce soit. Mais j'ai pris le cas malien pour... En France, pour 4000 greffes réalisées en 2004.
C'est-à-dire sur 11 500, on a 11 500 candidats et 4 000 greffes réalisées en 2004. Tu as vu le ratio un peu. Voilà. Consentement présumé des personnes décédées, sauf inscription sur le registre de refus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, sur leur lit de mort, qu'à ma mort vraiment, à ma mort, à mon décès, que ma dépouille soit utilisée pour la science. Il y a des gens qui disent ça. D'autres disent, bon, si le besoin se fait sentir, si un de mes organes peuvent être utilisés, voilà, pour telle ou telle maladie, pour tel ou tel patient, utilisez-les. Voilà. Et ça figure sur les registres d'inscription. Voilà. Élargissement des possibilités de dons entre parents, meilleure information des familles, mais nombre de jours limité de donneurs potentiels. Donc voilà, élargissement des possibilités de dons entre parents, meilleure information des familles, mais nombre de jours limité de donneurs potentiels. Ça veut dire, on peut, par exemple, quand un patient souffre, par exemple, on peut directement demander à la famille s'il y a un volontaire. Vous voyez, non? Donc, voilà. Et dans la plupart des cas, souvent dans les familles, ce n'est pas facile. Personne ne veut mourir. Ah! C'est ça? Donc, c'est un problème. C'est pourquoi les donneurs sont vraiment limités. Les donner, c'est même les organes, même les sangs. Ah, voilà. Et ça se pose, si tu vois, parfois les gens disent qu'ils ont acheté là, c'est pas s'ils n'amènent pas de donneurs, tout le monde refuse dans la famille. Voilà. Alors qu'il faut donner du sang vraiment. Le sang ne se fabrique pas. Ça ne se crée pas. C'est dans notre organisme. Quand on ne donne pas du sang, les gens qui en ont besoin, ils ne peuvent pas avoir du sang. C'est une logique qui est là, quoi. Même les Maliens n'ont pas compris ça jusqu'à présent. Normalement, chaque Malien doit donner du sang. Chaque Malien. Sauf si tu as vraiment des problèmes qui ne te permettent pas de faire des dons de sang régulièrement. Hein? Ah, voilà. Ils découragent les gens. Ah, voilà. Donc, il y a ça aussi. Vraiment, c'est très difficile dans un pays comme le Mali de dire qu'il y a c'est grave. Alors professeur. Ils meurent pour ça. Alors, professeur. Oui. Professeur. Oui. Par rapport à ces dons de sang, vraiment, la faute incombe à beaucoup de partis. Hein. Donc, la première des choses, donc, les donneurs, les gens ne peuvent pas donner. Donc, parce que tout simplement, donc, on a peur de se faire dépisser. Non, mais c'est la réalité. Je suis dans le domaine. Voilà. Et de l'autre côté aussi, à chaque fois que les gens organisent les dons de sang, on dit qu'il n'y a pas de poche. Et non, bien sûr, je parle en connaissance de cause. À un moment donné, même, on avait même dit qu'il n'y avait même pas de réactifs. Donc, je ne sais pas si c'était un problème de volonté, mais on a dit qu'il n'y avait même pas de réactifs pour tester les sangs prélevés. Oui. Voilà. Donc, ce qui fait que vraiment, il y a d'énormes problèmes par rapport à ce don de sang. Ouais. Voilà. Aussi... C'est pas du tout facile, oui. C'est vrai. Sinon, quelqu'un a dit ici que ces gens-là ne sont pas du tout coopérants. Voilà. Qu'il y a l'habitude d'aller faire un don de sang. Bien sûr. Que ça décourage, quoi. C'est très compliqué. C'est pour cette raison que j'ai dit que... Oui. Ça décourage. Moi-même, j'étais donneur, j'ai arrêté à 17 dons. Voilà. Donc, j'en sais quelque chose. Oui. Ouais. Professeur. C'est des problèmes, voilà. Oui, Hervé. Professeur.
Par rapport à ça, vraiment, je soutiens mes deux camarades Sako et puis celui qui a intervenu. Moi, je vais vous donner un exemple. L'an passé, j'ai mobilisé 25 jeunes à 30 jeunes pour un don de sang, un dimanche. Un dimanche. Mais vous savez que c'était des élèves, lycéens, école secondaire, mais les conditions que l'hôpital nous a imposées aux jeunes a fait capoter la chose. C'est à la veille, vers 22 h, que les jeunes m'ont appelé qu'on leur a imposé des conditions qu'ils ne pouvaient pas tenir. Voilà. On a demandé de payer les perdem de cette personne, de payer la collation, de payer le chauffeur et de payer le carburant. J'ai appelé le chef du syndicat de l'hôpital. J'ai dit, si j'étais le chef de votre ministère aujourd'hui, il n'allait pas dormir dans l'hôpital. Je l'ai dit. Je n'ai rien à... Mais c'est pas sérieux. Et il y a des gens en sardine qui donnaient beaucoup. Et aussi, ils sont découragés aujourd'hui. Parce qu'on les fait de malin. C'est d'ailleurs l'association qui donne plus de sang. Ils donnent beaucoup, mais aujourd'hui, ils ont refusé et ils ont arrêté. Ah, voilà. Vous voyez? Donc, il y a une mauvaise volonté au niveau des services publics. C'est ça. Non, ça n'encourage pas vraiment. Ça n'encourage pas. Professeur, ce matin seulement, moi, j'ai été... C'est ça le problème. J'ai un parent aussi qui est en d'éducation. On m'appelle pour me dire de chercher des poches vides de sang pour les enfants à Sikasso et qu'eux, ils ont tout seulement pas de poches vides de sang. J'ai fait tout dans mon cours. Il y a presque combien de pharmacies privées. J'ai appelé à la CNTS. Ils disent que c'est la région même qui doit faire leur commande. Ce matin seulement, je vais t'expliquer. Mais en réalité, c'est pour spéculer autour du mal de ces gens-là. Voilà. Non, c'est compliqué, vraiment. Très. Donc, les dons d'organes. Greffe en France en 2005, 4238. Rein, 60%, 66,7%. Foie, 24,2%. Cœur, 8%. Poumon, 4,3%. Pancréas, 2,2%. Cœur, poumon, 0,5%. Intestin, 0,1%. Si on prend pour le cas du Mali, là. Peut-être pour le rein, sinon le reste là. Non. Voilà. Pour le rein, on peut en avoir. Sinon pour le reste là. Hein? Si, on peut. Pour le rein, on peut en trouver. Mais à l'Institut Marchot, ils font des greffes de plaies. Ils font des greffes engrené parfois, oui, je pense bien. Oui, ça, ils font le greffe de quoi? Greffe de peau. Les plaies. Plaies. Oui. Bon, les collègues sont en ligne, ils peuvent peut-être témoigner, je ne sais pas. Ouais. Oui, ça c'est la greffe de peau. Ça, c'est un peu dans le cadre de la chirurgie esthétique. Et puis, pas esthétique seulement, hein? Pas surtout. Oui. Et aussi pour guérir. C'est ça. Pour guérir, oui, c'est vrai. Non, pas chirurgie esthétique. C'est pas l'esthétique. C'est des plaies chroniques très étendues là, donc ils font des greffes. Voilà. Donc, il est l'heure un peu. Donc, on arrête pour aujourd'hui et on se prend demain.